Le millionnaire a épousé la mendiante, mais sans tout savoir. Elle était sourde et muette, ou faisait-elle semblant? La nuit de noces, un secret terrifiant a émergé. Ce qu'il a découvert lui a glacé le sang. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. Nous continuerons. Les lustres en cristal du club métropolitain projetaient leur lumière dorée sur l'élite parisienne, mais Alexandre Stern ne ressentait que des ténèbres à l'intérieur. Ses doigts se resserrèrent autour du pied de sa coupe de champagne, tandis que des chuchotements et des regards en coin suivaient chacun de ses mouvements. 6 mois s'étaient écoulés depuis que Victoria Chen, mannequin et son ex-fiancé, l'avaient publiquement humilié, mais les commérages refusaient de s'estomper. « Oh, regardez qui a décidé de nous honorer de sa présence. » Une voix familière trancha à travers le brouhaha ambiant. L'empereur de la mode en personne. Alexandre se retourna pour faire face à Victoria, resplendissante dans une robe de créateur écarlate qui semblait se moquer de lui. Elle provenait de sa dernière collection. Son bras était enroulé autour de Marc Renaud, l'acteur chez lequel elle avait été surprise dans ses photos accablantes qui avaient circulé dans tous les tabloïds du pays. Victoria, il reconnut froidement, maintenant le sang-froid qui avait bâti son empire. À 42 ans, Alexandre Stern avait transformé la maison de mode Stern en un phénomène mondial, par la seule force de sa volonté et une vision intransigeante de la perfection. « Tu sais, Alex, » dit Victoria, ses lèvres rouges s'incurvant, en un sourire cruel, « j'ai réfléchi à pourquoi les choses n'ont pas marché entre nous. Tu veux entendre ma théorie ?» Les conversations environnantes s'estompèrent, tandis que la foule sentait la tension monter. Alexandre resta silencieux, ses yeux gris acier fixés sur son visage. « Tu es incapable de te connecter avec quelqu'un de réel, » continua-t-elle, sa voix dégoulinant de fausse sympathie. « Tu vis dans ton petit monde parfait de luxe et de contrôle. Tu ne pouvais pas supporter quelqu'un qui ne correspondait pas à ton image précieuse. C'est ce que tu te dis pour justifier tes actions ?» La voix d'Alexandre était calme mais tranchante. Victoria rit, le son résonnant dans la salle de bal maintenant silencieuse. « Prouve-moi le contraire alors. Prends quelqu'un, n'importe qui, en dehors de ton précieux cercle, et transforme-le en l'un d'entre nous. Mieux encore, » ses yeux brillèrent de malice, « fais d'elle ta femme. » Le défi flottait dans l'air comme de la fumée. Alexandre aurait dû s'éloigner. Il savait que c'était en dessous de lui de s'engager dans de tels jeux. Mais quelque chose en lui, peut-être la fierté blessée qu'il nourrissait depuis des mois, le fit rester. « Des paramètres pour cette petite expérience ?» demanda-t-il, son ton faussement désinvolte. Le sourire de Victoria s'élargit. « Oh, oui, pour rendre les choses intéressantes, disons, elle doit être sans abri. » Et elle fit une pause pour un effet dramatique. Sourde et muette. Transforme-la en matériau de haute société en 30 jours. Fais-la accepter au club Stern. Et épouse-la, à moins, bien sûr, que tu n'aies peur d'un vrai défi. Le club Stern, le club social le plus exclusif de Paris, où même Victoria elle-même n'avait pas obtenu d'adhésion. Le grand-père d'Alexandre l'avait fondé, et maintenant Alexandre en était le président. L'ironie ne lui échappait pas. « Et qu'est-ce que j'obtiens quand je réussirai ?» Il insista sur le « quand », faisant légèrement vaciller le sourire de Victoria. « Ton choix, nomme ton prix. Tes actions dans la maison de mode Stern. » Les mots sortirent avant qu'il ne puisse les arrêter. Victoria possédait 15% de son entreprise, des actions qu'il lui avait follement données pendant leur fiançailles. Elle hésita une fraction de seconde avant de tendre la main. Marché conclu. Mais si tu échoues, ces actions, doublant, et tu démissionnes de ton poste de PDG. La foule rassemblée haleta collectivement. Alexandre prit sa main, sa poigne ferme et froide. 30 jours, à partir de demain. Alors qu'il s'éloignait du club cette nuit-là, les lumières de la ville se brouillaient autour de lui. Son chauffeur, Jacques, ouvrit la porte de la voiture avec un regard inquiet. « Tout va bien, monsieur ?» Alexandre desserra son nœud papillon, sentant le poids de ce qu'il venait d'accepter. « Emmène-moi dans le centre-ville, Jacques, dans le quartier des refuges. » La voiture noire élégante glissait à travers les rues de Paris, laissant derrière elle le monde scintillant de la haute société. Alors qu'ils entraient dans les parties plus difficiles de la ville, l'esprit d'Alexandre s'emballait. Il avait bâti son empire en prenant des risques, en voyant du potentiel là où les autres ne voyaient rien.
Ce serait son plus grand projet de transformation à ce jour. La voiture s'arrêta à sa demande et il sortit dans l'air frais de la nuit. Les rues étaient presque vides, à l'exception de quelques âmes éparpillées, blotties dans les entrées. Et puis il la vit. Sous la lumière fluorescente crue d'une épicerie, une jeune femme était assise en tailleur sur un morceau de carton. Ses cheveux noirs étaient attachés en désordre et ses vêtements étaient usés mais propres. Devant elle se trouvait un pot fissuré rempli de fleurs fanées, des roses qui avaient connu des jours meilleurs. Mais c'étaient ses mains qui attirèrent son attention. Alors qu'elle arrangeait les fleurs, ses mouvements étaient précis, presque élégants. Alexandre s'approcha lentement, regardant la jeune femme lever les yeux vers lui avec des yeux clairs et intelligents. Il sortit son téléphone et tapa un message le lui montrant « Pouvez-vous lire ceci ?» Elle hocha la tête, atteignant un carnet usé à côté d'elle. Son écriture était étonnamment raffinée lorsqu'elle écrivit « Je peux lire et écrire. Que voulez-vous » En la regardant de plus près maintenant, Alexandre remarqua des choses que son œil exercé ne pouvait manquer. La grâce naturelle de sa posture, la structure délicate de son visage sous la saleté et la fatigue. Il y avait quelque chose d'autre aussi, quelque chose dans ses yeux qui parlait de secret et de force. « J'ai une proposition pour vous, tapa-t-il, une qui pourrait changer votre vie. » Elle inclina la tête, l'étudiant avec une intensité qui le mit légèrement mal à l'aise. Puis elle écrivit « Tout le monde veut quelque chose. Quel est votre prix ?» Alexandre Stern, l'homme qui avait bâti un empire sur la compréhension des gens, sentit pour la première fois depuis des années qu'il pourrait être hors de sa profondeur. Mais il était déjà engagé sur cette voie, et Alexandre Stern ne reculait jamais devant un défi. Il tapa à nouveau, et si nous en discutions autour d'un vrai repas? Il y a un restaurant au coin de la rue qui est encore ouvert. Elle réfléchit un moment, puis écrivit « À une condition, quoi que nous discutions, une partie de cela aide les autres comme moi. » Alors qu'elle rassemblait ses quelques affaires, Alexandre ne pouvait se débarrasser de l'impression que cette femme était bien plus qu'elle ne le paraissait. Ce qu'il ne savait pas, c'était que ce moment allait changer non seulement sa vie, mais aussi la sienne d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Les lumières fluorescentes du restaurant chez Jojo projetèrent des ombres dures sur les banquettes en vinyle usé. Alexandre observa la mystérieuse femme glisser dans le siège en face de lui, ses mouvements portant une élégance innée qui semblait en contradiction avec sa situation. La serveuse s'approcha et avant qu'Alexandre ne puisse parler, sa compagne pointa des articles sur le menu avec des gestes précis qui parvenaient à transmettre à la fois de la politesse et de la confiance. Après le départ de la serveuse, la femme sortit son carnet et écrivit « Mon nom est Sophie ». Elle fit une pause puis ajouta « Du moins, c'est ainsi que vous pouvez m'appeler ». Alexandre leva un sourcil devant cet ajout cryptique, mais tapa sur son téléphone. « Je suis Alexandre Stern. J'ai une proposition inhabituelle pour vous, Sophie. » Ses yeux scintillèrent de reconnaissance à son nom, si rapidement qu'il faillit le manquer. Elle écrivit « Le magnate de la mode. J'ai vu vos panneaux publicitaires. » Il étudia attentivement son visage, mais il ne révélait rien. Au lieu de répondre immédiatement, il attendit que leur café arrive. La femme, Sophie, enroula ses mains autour de la tasse chaude avec ce qui semblait être du soulagement. Mais ses mouvements restaient raffinés, son petit doigt légèrement relevé d'une manière qui parlait de mémoire musculaire plutôt que d'efforts conscients. « J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à gagner un pari, tapa-t-il. Cela impliquerait une transformation complète. Nouveaux vêtements, nouvelle maison, nouvelle vie. Vous devriez apprendre l'étiquette appropriée, les grâces sociales et comment naviguer dans la haute société. En retour, vous recevrez 5 millions d'euros. » La main de Sophie ne trembla pas lorsqu'elle lut le message, un autre détail qui l'intrigua. La plupart des gens montreraient une certaine réaction à une somme aussi importante. Au lieu de cela, elle écrivit « Et quel est le piège ? Vous devriez convaincre tout le monde que vous faites naturellement partie de ce monde. Passez. Tous les tests de raffinement et de classe. Et il hésita avant de taper la partie suivante. M'épouser à la fin des 30 jours. Maintenant, elle réagit, ses yeux s'élargissant légèrement, avant de se rétrécir en réflexion. Elle écrivit rapidement
Un mariage de convenance, je suppose. Et que se passe-t-il après? Un divorce à l'amiable après 1 an, avec des accords prénuptiaux inattaquables protégeant les 2 parties, tapa-t-il. Vous aurez votre argent, et j'aurai gagné mon pari. Sophie prit une gorgée de son café, et Alexandre remarqua comment elle tenait la tasse, pas par sa anse, mais bercée dans ses 2 mains, tout en parvenant d'une manière ou d'une autre à rendre le geste élégant. Elle écrivit 2 conditions. Premièrement, 1 million de cet argent va à l'établissement d'un véritable refuge pour les femmes et les enfants sans abri. Deuxièmement, je veux avoir par écrit que je conserve une autonomie complète sur mes choix personnels pendant cet arrangement. Alexandre sentit un sourire tirer sur ses lèvres. La plupart des gens auraient sauté sur l'argent sans remettre en question les conditions. D'accord, tapa-t-il, mais j'ai aussi des conditions. Vous devrez vivre dans mon penthouse, suivre chaque instruction de mon équipe d'experts et maintenir une discrétion absolue sur la véritable nature de notre arrangement. Elle hocha la tête, puis écrivit quelque chose qui le fit réfléchir. « Je comprends la discrétion mieux que vous ne le pensez, monsieur Stern. Quand commençons-nous ?»« Ce soir, tapa-t-il. Nous n'avons pas de temps à perdre. J'ai une équipe qui peut être prête dans l'heure pour commencer votre transformation. » La prochaine note de Sophie le surprit. « Pas d'équipe ce soir. Juste vous et moi d'abord. J'ai besoin de comprendre exactement à qui j'ai affaire avant de laisser quelqu'un d'autre entrer dans cette mascarade. » Alexandre étudia attentivement son visage. Dans l'éclairage dur du restaurant, il pouvait voir que sous la saleté et l'épuisement, ses traits étaient frappants, des pommettes hautes, des yeux intelligents et une détermination dans sa mâchoire qui parlait d'une force cachée. Mais il y avait autre chose. Quelque chose dans sa façon de se tenir qui titillait son œil exercé. Il tapa « Vous n'êtes pas ce que vous semblez être, n'est-ce pas ?» Sa réponse fut immédiate. « Vous non plus, monsieur Stern. Nous portons tous des masques. Certains sont juste plus évidents que d'autres. » La réponse cryptique aurait dû déclencher des sonnettes d'alarme, mais au lieu de cela, elle ne fit que l'intriguer davantage. Il se surprit à taper « D'accord, que voulez-vous savoir ?» Pendant l'heure suivante, leur conversation s'écoula à travers des mots écrits. Sophie posa des questions étonnamment perspicaces sur son entreprise, son cercle social et la nature exacte du pari avec Victoria. Ces questions étaient précises, presque tactiques, révélant un esprit vif qui semblait saisir chaque détail et implication. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Alexandre réalisa qu'il avait révélé plus sur lui-même qu'il ne l'avait prévu. Pourtant, Sophie avait en quelque sorte réussi à répondre à ses questions tout en ne révélant presque rien sur elle-même. C'était comme essayer de saisir de la fumée. Plus il essayait de cerner les détails de son passé, plus il semblait lui échapper. Finalement, elle écrivit « J'accepte votre proposition, monsieur Stern, mais n'oubliez pas, vous n'êtes pas le seul à prendre un risque ici. » En quittant le restaurant, Alexandre ordonna à son chauffeur de les conduire à son penthouse. Assise dans l'intérieur en cuir de sa voiture de luxe, Sophie ne semblait ni impressionnée ni intimidée. Au lieu de cela, elle regardait par la fenêtre avec une expression qui aurait pu être de la nostalgie ou peut-être du regret. Alexandre se demandait dans quoi il s'était embarqué. Cette femme était clairement plus qu'une simple habitante de la rue. Son intelligence, son allure, la façon prudente dont elle gardait ses secrets, tout cela suggérait un passé bien plus complexe qu'il ne l'avait initialement supposé. Alors qu'ils arrivaient devant son immeuble, Sophie écrivit une dernière note. « Le jeu commence maintenant, monsieur Stern. J'espère que vous êtes prêt pour ce qui va suivre. » En regardant son sourire mystérieux dans le reflet de la vitre, de la voiture, Alexandre Stern, maître du monde de la mode et contrôleur de son destin, ressentit une sensation inhabituelle. L'incertitude. Il avait voulu apprendre à quelqu'un à s'intégrer dans son monde, mais il commençait à soupçonner que Sophie pourrait finir par lui en apprendre bien plus qu'il ne l'avait prévu. Le soleil du matin traversait les fenêtres du sol au plafond du penthouse d'Alexandre Stern, illuminant Sophie alors qu'elle se tenait dans son bureau privé. Elle était sortie de la suite d'invités, transformée par une simple douche et un changement de vêtements, des articles basiques que sa gouvernante avait rapidement procurés la nuit précédente. Même dans un simple jean et un chemisier blanc, elle se tenait avec une allure remarquable. Alexandre l'observait alors qu'elle passait ses doigts
le long des dos de livres reliés en cuir dans sa bibliothèque, son toucher doux et familier, comme quelqu'un qui connaissait la valeur de telles choses. Quand elle sortit une première, édition de Orgueil et Préjugés, ses yeux s'illuminèrent d'une reconnaissance qui semblait bien trop authentique pour quelqu'un qui était censé avoir vécu dans la rue. Il s'éclaircit la gorge pour attirer son attention et leva sa tablette avec un message tapé. « Votre formation commence. Aujourd'hui, êtes-vous prête ?» Sophie hocha la tête, puis écrivit dans son carnet « Votre gouvernante semble méfiante à mon égard. Elle n'a cessé de me surveiller pendant le petit déjeuner, comme si j'allais voler l'argenterie. » Alexandre ne put s'empêcher de sourire. Madame Rousseau, sa gouvernante depuis 15 ans, avait en effet rôdé inhabituellement près pendant le service du petit déjeuner. Il tapa « Elle est protectrice. Ne le prenez pas personnellement. » La sonnette retentit, et la posture de Sophie changea subtilement, une tension presque imperceptible qui parlait d'une vigilance ancrée. Alexandre le remarqua, mais rangea l'observation avec la liste croissante d'incongruités concernant sa mystérieuse invitée. Son équipe d'experts entra dans le bureau. Maurice Laurent, son principal créateur de mode, Isabelle Rodriguez, experte en étiquette et en grâce sociale, et le Dr Chen, spécialiste en communication non verbale. Tous avaient de signer des accords de non-divulgation inattaquables. Maurice tournait autour de Sophie comme un faucon, son œil expérimenté, saisissant chaque détail. « Ma chérie, vous êtes un diamant brut, mais quel diamant? Ces pommettes, cette posture naturelle, c'est magnifique. Dites-moi, monsieur Stern, où avez-vous trouvé cette créature ?» Avant qu'Alexandre ne puisse répondre, Sophie avait déjà écrit dans son carnet et le tenait « Je suis sourde, pas invisible. Veuillez vous adresser directement à moi. » Les sourcils de Maurice se levèrent et un sourire satisfait s'étendit sur son visage. « Oh, je l'aime déjà. Elle a du feu. » Isabelle s'avança, ses yeux perçants notant comment Sophie tenait le carnet, l'angle de son poignet, la droiture de sa colonne vertébrale. « Intéressant, » murmura-t-elle. « Très intéressant, en effet. » Alexandre tapa sur sa tablette. « Qu'est-ce qui est intéressant ?»« Ses comportements de base, » répondit Isabelle, étudiant toujours Sophie. « La plupart des gens qui ont vécu dans la rue développent certaines habitudes physiques, des postures défensives, des gestes protecteurs. Elle n'en a aucun. Au lieu de cela, elle a... » Isabelle fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. « Des corrections. »« Des corrections ?» tapa Alexandre. « Oui. Comme quelqu'un qui a été formé à la posture et à l'étiquette appropriée, puis a délibérément essayé de les désapprendre. Mais la mémoire musculaire ne ment pas. Regardez ses mains quand elle écrit. » Sophie tenait en effet son stylo avec une forme de calligraphie parfaite. Son poignet aligné exactement comme l'enseignerait n'importe quelle école de finition. Quand elle remarqua l'observation d'Isabelle, elle modifia subtilement sa prise pour quelque chose de plus décontracté, mais le mal était fait. Le docteur Chen, qui avait observé tranquillement, prit enfin la parole. « Monsieur Stern, puis-je avoir un mot en privé ?» Ils sortirent dans le couloir, laissant Sophie avec Maurice et Isabelle. L'expression du docteur Chen était troublée. Quelque chose ne colle pas. Ces indices non-verbaux sont incroyablement sophistiqués. La plupart des personnes sourdes qui ont été sans ressources auraient développé un système gestuel plus rudimentaire. Ces mouvements suggèrent une formation formelle en langue des signes, mais elle choisit délibérément de ne pas l'utiliser. Elle choisit d'écrire à la place. Alexandre fronça les sourcils. « Que suggérez-vous » ? « Je ne suggère rien pour l'instant, mais je recommanderais de faire une vérification approfondie des antécédents par une équipe de sécurité. Quelqu'un avec son niveau de sophistication non verbale a eu une éducation formelle et probablement extensive. » Lorsqu'ils revinrent dans le bureau, Maurice prenait déjà les mesures de Sophie, bavardant sur les silhouettes et les palettes de couleurs. Sophie endurait son agitation avec une patience pratiquée, mais Alexandre remarqua comment ses yeux suivaient constamment les mouvements de tout le monde dans le reflet des fenêtres de la pièce. Isabelle s'était déplacée pour examiner les mains de Sophie. « Pas de callosité cohérente avec une vie en extérieur à long terme, » murmura-t-elle. Et ses ongles, bien que non manucurés, montrent des signes de soins professionnels antérieurs. Le motif de croissance suggère des manucures régulières jusqu'à il y a environ 3 mois. Sophie retira rapidement ses mains et écrivit «
Ne devrions-nous pas nous concentrer sur l'avenir plutôt que sur mon passé? Alexandre tapa. Le passé nous façonne, savoir d'où vous venez nous aide. À savoir où vous allez. Sa réponse fut rapide et pointue, vraiment. Alors peut-être devriez-vous partager plus sur votre propre passé, monsieur Stern. Comme pourquoi vous avez vraiment donné ces actions à Victoria dans votre entreprise. La pièce tomba dans le silence. Ce détail n'avait pas été de notoriété publique. Il avait été enfoui dans des documents d'entreprise privée. Alexandre sentit un frisson lui parcourir l'échine alors que Sophie rencontrait son regard avec un air de défi. Maurice s'éclaircit nerveusement la gorge. Eh bien, commençons-nous par la planification de la garde-robe? Je pense à une palette automne douce pour commencer, puis passer à des pièces plus dramatiques à mesure qu'elle gagne en confiance. Mais Alexandre l'entendait à peine. Il était trop occupé à se demander qui il avait réellement amené chez lui et à quel jeu elle jouait vraiment. La femme devant lui était clairement éduquée, formée et bien trop bien informée sur ses affaires personnelles pour être une personne de la rue au hasard. Pourtant, alors qu'il la regardait interagir avec son équipe, une autre question commença à se former dans son esprit. Si elle jouait un rôle, pourquoi choisir d'apparaître comme sourde et muette? Quel avantage cela pouvait-il bien lui donner? À moins que la capacité d'observer, sans qu'on s'attende à ce qu'elle parle, soit exactement ce dont elle avait besoin. Sophie capta son regard interrogateur et sourit. Un sourire qui semblait dire qu'elle savait exactement ce qu'il pensait. Elle écrivit une dernière note avant de suivre Maurice pour l'évaluation de la garde-robe. « Nous avons tous des secrets, monsieur Stern. La question est, lesquels valent la peine d'être gardés ?» Le bureau privé de Victoria Chen dans l'immeuble. De la maison de Maud Stern bourdonnait de tension, tandis qu'elle faisait les 100 pas devant les fenêtres, allant du sol au plafond. Marc Renaud était affalé sur son canapé en cuir, faisant défiler son téléphone avec un désintérêt affecté. « Il a déjà trouvé quelqu'un », lâcha Victoria, jetant une enveloppe Manila sur son bureau en verre. Une femme de la rue, apparemment. Mais quelque chose cloche avec elle. Marc leva les yeux. « N'est-ce pas ce que tu voulais? Qu'il se ridiculise ?»« Oui, mais... » Victoria sortit des photos de surveillance prises ce matin-là. Sophie entrant dans l'immeuble de Stern, son allure remarquablement élégante, malgré ses vêtements humbles. « Regarde-la, regarde vraiment. » Marc se redressa, son œil d'acteur pour les détails saisissant ce que Victoria avait remarqué. « Elle se déplace comme de la vieille fortune, dit-il lentement, comme quelqu'un qui a été formé. » Exactement. Les ongles parfaitement manucurés de Victoria tambourinaient sur son bureau. « J'ai fait enquêter mon investigateur depuis hier soir. Pas de correspondance sur la reconnaissance faciale dans aucune base de données des refuges pour sans-abri. Pas de correspondance dans aucun rapport local de personnes disparues. C'est comme si elle était apparue de nulle part il y a 3 mois. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Sophie subissait sa première leçon officielle d'étiquette avec Isabelle dans la salle à manger d'Alexandre. Sa grâce naturelle avec l'élaboration complexe de la table n'était pas passée inaperçue. Isabelle plaça un autre couvert devant elle. Maintenant, ceci est une fourchette à fruits, généralement utilisée pour... Elle s'arrêta au milieu de sa phrase, alors que Sophie arrangeait rapidement toute la disposition dans un ordre parfait, sans incitation. Alexandre, observant depuis l'embrasure de la porte, sentit ses soupçons s'approfondir. Sophie sembla réaliser son erreur presque immédiatement, ses mains hésitant alors qu'elle plaçait délibérément mal la fourchette suivante. Il tapa sur sa tablette. « Où avez-vous appris la disposition correcte de la table ?» La réponse de Sophie fut soigneusement désinvolte. « J'avais l'habitude de regarder à travers les fenêtres des restaurants. On peut apprendre beaucoup en observant. » Isabelle lança un regard sceptique à Alexandre, mais continua la leçon. Alors qu'elle démontrait la bonne façon de plier une serviette, l'enquêteur privé d'Alexandre appela. Entrant dans son bureau, Alexandre écouta attentivement le rapport préliminaire. « Monsieur, nous avons trouvé quelque chose d'inhabituel. Il y a 3 mois, il y a eu un incendie au bâtiment des archives Preston à Lyon. La plupart des dossiers papiers de plusieurs grandes écoles privées de l'ouest de la France ont été détruits. »« En quoi est-ce pertinent ?» demanda Alexandre. « Parce que qui que soit votre invité, elle a fait des efforts extraordinaires pour effacer son passé. Le timing de cet incendie et son apparition dans les rues.
C'est trop parfait pour être une coïncidence. De retour dans la salle à manger, Sophie imitait maintenant parfaitement la démonstration d'Isabelle du service du thé approprié. Ses mouvements étaient fluides, pratiqués, jusqu'à ce qu'elle remarque qu'Alexandre regardait. Puis, soudainement, ses mains tremblèrent légèrement, renversant quelques gouttes de thé. « Oh mon Dieu !» Isabelle se précipita pour aider, mais l'expression de Sophie resta étrangement calme, comme si le renversement avait été entièrement intentionnel. Le téléphone d'Alexandre vibra avec un message de Victoria. « Comment Sophie ? Passe ton petit projet, prêt à admettre ta défaite ?» Alors qu'il s'apprêtait à répondre, Sophie apparut à la porte de son bureau. Elle écrivit « Votre ex-fiancée est plus dangereuse que vous ne le réalisez. » Alexandre la fixa. « Comment pourriez-vous savoir cela ?» La réponse de Sophie fut cryptique. « De la même manière que je sais qu'elle fait mettre votre bureau sur écoute depuis les 3 derniers mois. Vérifiez derrière le 3e panneau de votre moulure en bois. » Son sang se glaça. Marchant vers le panneau spécifié, Alexandre trouva exactement ce qu'elle avait décrit. Un minuscule dispositif d'écoute installé professionnellement. Quand il se retourna, Sophie écrivait à nouveau « Il y en a d'autres, mais ce n'est pas le pire de ce qu'elle a fait. » Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était son équipe de sécurité d'entreprise. « Monsieur Stern, nous avons détecté un accès non autorisé au serveur principal de l'entreprise. Quelqu'un télécharge discrètement des fichiers confidentiels depuis des mois. La trace mène à le bureau de Victoria, » termina Alexandre, regardant Sophie avec une nouvelle compréhension. Elle hocha lentement la tête, confirmant son soupçon qu'elle savait cela aussi. Il tapa. « Qui êtes-vous vraiment ? Pourquoi m'aidez-vous » Sa réponse fit sauter un battement à son cœur. Parce que Victoria Chen ne travaille pas seule. Et ce qu'elle prévoit va bien au-delà de l'espionnage d'entreprise ou de la vengeance personnelle. Les implications frappèrent Alexandre comme un coup physique. Si Victoria avait volé des données de l'entreprise, si elle avait espionné ses conversations privées, quel était son véritable objectif final? Et plus important encore, comment cette mystérieuse femme en savait-elle autant à ce sujet? Sophie écrivit une dernière note avant de le laisser seul avec ses pensées. La confiance est un luxe qu'aucun de nous ne peut se permettre en ce moment. Mais si vous voulez sauver votre entreprise, vous aurez besoin de mon aide. La question est, êtes-vous prêt à apprendre à quel point cette conspiration va réellement loin? Debout dans son bureau, entouré des attributs de la vie qu'il avait construite, Alexandre Stern réalisa qu'il faisait face à un choix. Il pouvait soit s'éloigner de ce jeu de plus en plus dangereux, soit faire confiance à cette femme énigmatique qui semblait en savoir beaucoup trop sur tout. Le micro dans sa moulure murale semblait se moquer de lui par sa présence. Depuis, combien de temps Victoria écoutait-elle? Qu'avait-elle entendu? Et plus important encore, pourquoi Sophie savait-elle exactement où le trouver? Son téléphone vibra à nouveau. Un autre message de Victoria. « Tic-tac, Alexandre. Le temps presse. » Regardant par sa fenêtre le panorama parisien, Alexandre prit sa décision. Quel que soit le jeu auquel Sophie jouait, elle était maintenant sa meilleure chance de comprendre la vérité. La question était, cette vérité finirait-elle par le sauver ou par détruire tout ce qu'il avait construit? Le gala de charité annuel de la maison de mode Stern battait son plein au musée d'Orsay. Les flûtes de champagne en cristal tintaient, tandis que l'élite parisienne circulait à travers la grande salle, leurs vêtements de créateurs captant la lumière ambrée. Alexandre ajusta son nœud papillon, observant Sophie de l'autre côté, de la pièce, alors qu'elle naviguait dans son premier grand événement social. 2 semaines d'entraînement intensif avaient complètement transformé son apparence extérieure. Vêtue d'une robe bleue nuit originale de Maurice Laurent, ses cheveux noirs élégamment coiffés, elle avait tout l'air d'une débutante de la société. Mais c'était plus que juste les vêtements. Elle se tenait avec une grâce si naturelle que plusieurs invités avaient déjà demandé à Alexandre à propos de ses origines de vieille fortune. Maurice apparut à son coude, rayonnant de fierté. Elle est magnifique, non? La façon dont elle se tient, les gestes subtils. Je n'ai jamais vu quelqu'un s'adapter si rapidement à la formation. Trop rapidement, murmura Alexandre, regardant Sophie gérer habilement une autre présentation. Ses réponses mimées et son langage des signes gracieux faisaient roucouler les matrones de la société avec sympathie et admiration. Pas une seule personne ne soupçonnait
qu'elle puisse être autre chose que ce qu'elle semblait être. De Cynthia, l'autre côté de la salle, Victoria Chen fit son entrée, fashionablement en retard dans une robe rouge audacieuse. Ses yeux se rétrécirent lorsqu'elle repéra Sophie, qui divertissait maintenant un petit groupe d'épouses de membres du conseil d'administration avec ses réponses élégantes sur son bloc-notes. « Performance fascinante », ronronna Victoria, se glissant vers Alexandre. « Dis-moi, où as-tu trouvé une élève si rapide ? C'est presque comme si elle avait déjà fait tout cela auparavant. » Avant qu'Alexandre ne puisse répondre, son téléphone vibra. Un message de son équipe de sécurité. Accès non autorisé détecté dans les serveurs. De l'entreprise à nouveau. Traçage de la localisation en cours. Il leva les yeux pour voir Victoria lui sourire d'un air suffisant. « Des problèmes ?» demanda-t-elle innocemment. « Rien que je ne puisse gérer », répondit-il avec aisance, mais son esprit s'emballait. Sophie l'avait prévenu que Victoria ferait un mouvement ce soir, mais comment l'avait-elle su? Comme si elle sentait ses pensées, Sophie apparut à ses côtés. Elle écrivit rapidement dans son carnet « La femme en robe verte près des artefacts. Égyptien, elle n'est pas un membre régulier de la société. » Alexandre jeta un regard désinvolte dans cette direction. La femme semblait parfaitement à sa place, mais maintenant que Sophie le mentionnait, quelque chose semblait étrange dans la façon dont elle touchait constamment son oreillette. Victoria observait leur échange avec un intérêt à peine dissimulé. « Ta protégée semble très observatrice », commenta-t-elle. « On pourrait se demander ce qu'elle a d'autre remarqué pendant son séjour avec toi. » La main de Sophie bougea rapidement sur son carnet. « Elle essaie de vous provoquer. Ne la laissez pas faire. » Mais Victoria n'avait pas fini. Elle se pencha plus près, sa voix baissant à un murmure. « Pensais-tu vraiment que je n'enquêterais pas sur ses antécédents, Alexandre? Les choses que j'ai découvertes. Disons simplement que ta petite expérience pourrait te sauter au visage plus tôt que tu ne le penses. » L'expression de Sophie resta parfaitement neutre, mais Alexandre remarqua que ses doigts se resserraient légèrement autour de son stylo. Elle écrivit « Nous devons partir, maintenant. »« Vous enfuyez-vous si tôt ?» les appela Victoria, alors qu'Alexandre guidait Sophie vers la sortie. Mais le vrai divertissement n'a même pas commencé. Dans la limousine, le sang-froid de Sophie se fissura enfin. Ses mains tremblaient alors qu'elle écrivait « Ils font leur mouvement ce soir. La violation du serveur n'était qu'une distraction. »« Quel mouvement? Que savez-vous à ce sujet ?» exigea Alexandre, sa patience s'amenuisant. La réponse de Sophie fut interrompue par un appel urgent de son chef de la sécurité. « Monsieur, nous avons une situation au bureau principal. Quelqu'un a accédé à l'étage sécurisé. Ils sont dans le coffre-fort privé. » Alexandre sentit son sang se glacer. Le coffre-fort contenait non seulement des secrets de l'entreprise, mais des preuves d'autres affaires, des choses qui pourraient détruire plus que son entreprise si elle venait à la lumière. Sophie écrivait déjà « Ce n'est pas le coffre-fort qu'ils visent vraiment. Réfléchissez. Qu'y a-t-il d'autre à cet étage ?» Ses yeux s'élargirent alors que la réalisation le frappait. Les designs prototypes pour la saison prochaine, les documents confidentiels de fusion et, plus important encore, les preuves qu'il avait rassemblées sur certaines activités illégales des membres du conseil. Des activités qui, si elles étaient exposées, déchireraient l'entreprise. « Comment savez-vous tout cela ?» tapa-t-il furieusement sur sa tablette. La réponse de Sophie fit s'arrêter son cœur. « Parce que j'ai aidé à concevoir ce système de sécurité, il y a 5 ans sous un nom différent. » Les implications de cette déclaration pesaient lourdement dans l'air entre eux. Sophie écrivit rapidement à nouveau « Victoria pense qu'elle est le cerveau, mais elle n'est qu'un pion. La vraie menace est quelqu'un beaucoup plus proche de vous. » Avant qu'Alexandre ne puisse exiger plus de réponse, son téléphone explosa de notifications. Quelque chose se passait à la maison de Maud Stern, quelque chose de grand. La prochaine note de Sophie confirma ses pires craintes. Ils ne font pas que voler des informations. Ils plantent des preuves. D'ici demain matin, tous les magazines financiers du pays publieront des articles sur l'implication de la maison de Maud Stern dans de multiples scandales. La vengeance de Victoria n'est qu'un écran de fumée pour une prise de contrôle hostile. Alexandre la fixa, choqué. « Pour qui travaillez-vous vraiment ?» Sa réponse lui donna des frissons. « Pour la même personne que vous pensiez me protéger. La différence est que j'ai choisi d'arrêter de fuir et de riposter. » Alors que la limousine fonçait à travers la nuit parisienne,
Alexandre Stern réalisa qu'il était pris dans un jeu bien plus dangereux qu'un simple pari de société. Et la mystérieuse femme à ses côtés, la femme qu'il était censé transformer, pourrait être la seule personne capable de l'aider à survivre à ce qui allait arriver. Sophie écrivit une dernière note. « Il y a une raison pour laquelle je vous ai laissé me trouver cette nuit-là. Mais si nous allons les arrêter, vous devez me faire entièrement confiance, même quand ce que je vais vous dire changera tout ce que vous pensiez savoir sur votre propre entreprise. » L'ascenseur privé menant au penthouse d'Alexandre ressemblait à un confessionnal tandis que le stylo de Sophie volait sur son carnet, révélant des vérités qui ébranlaient les fondements même de tout ce qu'il pensait savoir. « La maison de mode Stern n'était pas la première entreprise de votre père, écrivit-elle. Avant cela, il dirigeait une entreprise technologique spécialisée dans les systèmes de sécurité d'entreprise. Une entreprise qui aurait fait faillite il y a 20 ans. Les mains d'Alexandre se crispèrent autour de sa tablette. « Comment pourriez-vous possiblement savoir cela ?»« Parce que l'entreprise de mon père concevait ces systèmes, » écrivit Sophie, son écriture habituellement élégante, maintenant tranchante d'urgence. « Quand l'entreprise de votre père s'est effondrée, elle a entraîné l'entreprise de ma famille avec elle. Ou du moins, c'est ce que tout le monde devait croire. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent pour révéler Madame Rousseau, la gouvernante d'Alexandre, debout dans le vestibule du penthouse avec une expression inhabituellement sévère. « Monsieur, il y a des messieurs ici pour vous voir. Ils disent que c'est urgent. » Deux hommes en costume sombre se tenaient dans son salon, leur posture criant « agents fédéraux » avant même qu'ils ne sortent leur badge. « Monsieur Stern, » commença l'agent le plus âgé, « nous devons vous poser quelques questions sur certaines irrégularités dans les registres financiers de votre entreprise. » Sophie s'avança, son carnet déjà en mouvement. « Ce ne sont pas de vrais agents. Regardez leurs chaussures. » Alexandre aurait pu le manquer si elle ne l'avait pas souligné. La coupe légèrement décalée de leur costume, l'éclat trop neuf de leur badge. Ces hommes étaient aussi faux que les preuves plantées dans les serveurs de son entreprise. « J'aurais besoin de voir une identification supplémentaire, » dit Alexandre avec aisance, gagnant du temps alors qu'il appuyait sur le bouton d'alarme silencieuse sous son bureau. La main du jeune faux agent tressaillit vers sa veste, mais Sophie bougeait déjà. Avec une précision exercée, elle renversa un vase inestimable, le fracas assourdissant fournissant juste assez de distraction pour qu'Alexandre atteigne les commandes de la salle de panique. Des volets d'acier commencèrent à descendre sur les fenêtres, tandis que Madame Rousseau, montrant un remarquable sang-froid, déclenchait le verrouillage de sécurité. Les faux agents se retrouvèrent piégés entre des sorties scellées, et la vraie équipe de sécurité se précipitant dans les escaliers. Dans le chaos qui suivit, Alexandre remarqua quelque chose d'extraordinaire. Sophie dirigeait son équipe de sécurité avec des signaux manuels qu'il semblait parfaitement comprendre. Lorsque la situation fut maîtrisée et les imposteurs en garde à vue, elle écrivit enfin une explication. « Votre chef de la sécurité, Jacques. Il a travaillé avec mon père aussi. Nous veillons sur vous depuis des années, attendant ce moment. » Le monde d'Alexandre bascula sur son axe. « Jacques, mon chauffeur ?» Sophie hocha la tête, puis écrivit « Il était plus qu'un simple chauffeur. Il était mon gestionnaire, me tenant informé des mouvements de Victoria, m'aidant à rester caché jusqu'à ce que le moment soit venu. » Jacques s'avança, parlant pour la première fois d'une voix très différente de son ton habituel de chauffeur. « Monsieur, il y a quelque chose que vous devez savoir sur l'ancienne entreprise de votre père. Elle n'a pas vraiment fait faillite. Elle est passée dans la clandestinité, devenant une organisation fantôme qui protégeait certaines familles puissantes, y compris la vôtre. » La prochaine note de Sophie fit s'effondrer Alexandre dans son fauteuil. L'entreprise technologique ne concevait pas seulement des systèmes de sécurité. Elle créait des identités entièrement fausses, aidait les gens à disparaître, protégeait des secrets qui pouvaient détruire non seulement des entreprises, mais des gouvernements entiers. « Et Victoria ?» demanda Alexandre, bien qu'il commençait à voir le tableau d'ensemble. « Une distraction » écrivit Sophie. « La vraie menace vient de l'intérieur de votre conseil d'administration. Quelqu'un qui connaissait votre père, qui a aidé à orchestrer la fausse faillite il y a 20 ans. Quelqu'un qui attend le moment. Parfait pour prendre le contrôle des deux entreprises, la vôtre et l'organisation fantôme que votre père a construite. » Les pièces se mettaient en place. Les étranges coïncidences au fil des années,
La façon dont certains problèmes semblaient se résoudre d'eux-mêmes, le sentiment qu'il était toujours surveillé. Le pari avec Victoria, tapa-t-il. Vous avez orchestré cela, n'est-ce pas? Vous aviez besoin d'un moyen de vous rapprocher de moi, de m'avertir. La réponse de Sophie fut interrompue par un appel urgent de l'équipe de sécurité de la maison de Maud Stern. Les preuves plantées dans les serveurs avaient été découvertes, mais quelque chose d'autre avait également été trouvé, de vieux fichiers, cryptés avec une technologie qui n'avait pas été utilisée depuis 20 ans. Ces fichiers, écrivit Sophie, sa main tremblant légèrement. Ils contiennent la vérité sur ce qui est arrivé à nos pères, les deux, et pourquoi j'ai passé les 5 dernières années à me préparer pour ce soir. Alexandre regarda la femme devant lui, la femme qu'il pensait sauver de la rue, la femme qui avait orchestré l'une des opérations de sécurité les plus élaborées qu'il ait jamais vues, la femme qui lui offrait maintenant une chance de découvrir la vérité sur son propre passé. Pourquoi me dire tout cela maintenant? S'adapta-t-il. Sa réponse lui coupa le souffle. Parce que dans moins de 24 heures, tout ce que vous avez construit sera attaqué. Et le seul moyen de le sauver est de le laisser tomber, pour que nous puissions exposer la vraie conspiration qui se cache en pleine vue depuis 20 ans. Le ciel nocturne à l'extérieur des fenêtres de son penthouse semblait plus sombre que d'habitude, comme s'il cachait lui aussi des secrets attendant d'être révélés. Alexandre Stern, qui s'était enorgueilli d'être en contrôle, réalisa qu'il se tenait au bord d'une vérité qui allait tout changer. Sophie écrivit une dernière note avant que la nuit ne plonge dans encore plus de révélations. « Votre père et le mien, ils n'ont pas disparu. Ils nous attendaient pour terminer ce qu'ils avaient commencé. La question est, êtes-vous prêt à apprendre qui dirige vraiment la maison de Maud Stern ?» L'aube peignait le panorama parisien de teintes dorées, tandis qu'Alexandre et Sophie étaient assis dans son bureau privé, entourés de vieilles photographies et de documents que Jacques leur avait apportés. Les images racontaient une histoire qui semblait impossible, et pourtant expliquait tout. Ceci a été pris au sommet technologique de Nice en 1995, expliqua Jacques, pointant une photographie de 2 hommes debout devant une bannière d'entreprise. Vos pères étaient plus que de simples partenaires commerciaux. Ils étaient des révolutionnaires dans le domaine de la sécurité d'entreprise. Alexandre fixait l'image de son père, plus jeune et plus insouciant qu'il ne l'avait jamais vu. À côté de lui se tenait un homme, avec les yeux et l'expression déterminée de Sophie, Thomas Baudrier, fondateur de Baudrier Solutions de Sécurité. Sophie écrivit rapidement. La technologie qu'ils ont développée n'était pas seulement en avance sur son temps. Elle était dangereuse entre de mauvaises mains. Ils ont créé un système qui pouvait suivre et prédire l'espionnage d'entreprise avant qu'il ne se produise. Protocole de sécurité précognitif, ajouta Jacques. La capacité d'identifier les menaces potentielles en analysant des modèles, dans des données que la plupart des gens ne remarqueraient même pas. Mais quelqu'un dans le conseil de Stern voulait l'utiliser pour autre chose. La tablette d'Alexandre s'alluma avec un message urgent de son équipe de sécurité d'entreprise. D'autres fichiers avaient été découverts, datant du jour où les 2 entreprises s'étaient prétendument effondrées. La prochaine note de Sophie fit accélérer son cœur. Ils ne prédisaient pas seulement les menaces d'entreprise, ils ont découvert un réseau de corruption qui atteignait les plus hauts niveaux de la finance mondiale. L'entreprise de votre père n'a pas fait faillite. Elle est passée dans la clandestinité pour protéger tous ceux impliqués. Et votre père ? Tapa Alexandre. Que lui est-il arrivé? Les mains de Sophie tremblèrent légèrement alors qu'elle écrivait. Il est devenu un fantôme, comme le vôtre. Tous 2 observant, attendant, construisant un réseau d'ombre pour protéger leurs enfants et rassembler des preuves. J'avais 12 ans quand il a disparu, mais il m'a laissé une piste de miettes de pain à suivre quand je serai prête. Let's pièces commençaient à s'assembler. La façon mystérieuse dont certaines menaces pour la maison de Maud Stern s'étaient mystérieusement résolues au fil des années. Le sentiment qu'Alexandre avait parfois d'être surveillé. La façon dont Sophie était apparue dans sa vie exactement au bon moment. Le pari avec Victoria, tapa-t-il. Vous saviez qu'elle travaillait avec quelqu'un dans mon conseil. Quelqu'un qui essaie de trouver le système de sécurité original. Sophie hocha la tête puis écrivit « Victoria pense qu'elle orchestre une prise de contrôle hostile.
elle, ne réalise pas qu'elle est utilisée par quelqu'un de bien plus dangereux. Quelqu'un qui a été patient pendant 20 ans, attendant le moment parfait pour prendre le contrôle à la fois de la maison de mode et du réseau d'ombre. Jacques plaça une autre photographie sur le bureau, une réunion du conseil d'administration de la maison de mode Stern de l'année précédente. « Regardez l'homme dans le coin », dit-il doucement. Alexandre sentit son sang se glacer. Robert Chen, l'oncle de Victoria et directeur financier de Stern, se tenait en arrière-plan, son expression illisible. Le même homme qui était au conseil d'administration lorsque les deux entreprises se sont effondrées il y a 20 ans. Sophie écrivit avec urgence. Il n'est pas seulement l'oncle de Victoria, il était le chef de la sécurité chez Stern Technologies avant qu'elle ne fasse faillite. Il sait ce que le système de votre père pouvait faire, et il a passé 2 décennies à essayer de le recréer. Une série de notifications rapides illumina le téléphone d'Alexandre, des tentatives d'accès non autorisées dans plusieurs lieux de la maison de mode Stern dans le monde entier. L'attaque avait commencé. Ils n'essaient pas seulement de prendre le contrôle de l'entreprise, écrivit Sophie. Ils essaient de forcer votre père à sortir de sa cachette. Ils savent que le seul moyen de faire fonctionner le système original est avec les signatures biométriques des 2 créateurs. Le chef de la sécurité d'Alexandre fit irruption dans le bureau. « Monsieur, nous avons des intrusions dans les bureaux de Paris, Milan et Tokyo. Elles sont coordonnées, professionnelles. Et il y a autre chose. Quelqu'un accède au sous-sol de R&D. Celui qui est scellé depuis 20 ans. » La prochaine note de Sophie confirma le soupçon grandissant d'Alexandre. Ce sous-sol n'est pas qu'un simple stockage. C'est là que le prototype original est caché. Votre père ne l'a jamais éteint. Il l'a juste enterré si profondément que seul quelqu'un qui savait exactement où chercher pourrait jamais le trouver. Jacques sortit son téléphone, parlant rapidement dans une série de phrases codées. En quelques instants, une réponse arriva qui le fit pâlir. « Ils l'ont trouvé », dit-il doucement. « Le terminal original est actif, s'ils parviennent à contourner les verrous biométriques. » Sophie écrivait déjà. « Alors ils auront accès à 2 décennies de renseignements recueillis. Chaque secret, chaque scandale, chaque levier que votre père et le mien ont collecté. Assez de pouvoir pour contrôler non seulement la maison de mode Stern, mais des dizaines de grandes entreprises. » Alexandre regarda la femme à ses côtés, la femme qui avait orchestré son propre sauvetage, qui avait été formée depuis l'enfance pour ce moment. « Quel est notre prochain mouvement ?» tapa-t-il. Sa réponse fut immédiate et décisive. « Nous les laissons penser qu'ils ont gagné. Parce qu'il y a une chose qu'ils ne savent pas sur le système, quelque chose que seuls nos pères savaient. Et c'est pourquoi ils se sont assurés que nous nous trouverions avant ce soir. » Le soleil s'était complètement levé sur Paris maintenant, illuminant une ville qui n'avait aucune idée qu'elle était au centre d'une guerre d'ombre de 20 ans. Et dans le bureau d'Alexandre Stern, 2 personnes liées par l'héritage de leur père se préparaient à affronter une vérité qui allait tout changer de ce qu'ils pensaient savoir sur eux-mêmes et l'un sur l'autre. Victoria Chen faisait, laissant pas à l'étage de direction de la maison de mode Stern, ses talons de créateur claquant sur le marbre, tandis qu'elle regardait Robert Chen saisir des commandes dans le terminal récupéré. L'ancien système bourdonnait de vie, son écran désuet projetant une lueur bleuâtre fantomatique à travers le sous-sol scellé. « Combien de temps encore ?» exigea-t-elle, vérifiant son téléphone pour des mises à jour de leurs équipes dans le monde entier. « Patience !» répondit Robert, ses doigts volant sur le clavier. « 20 ans de cryptage ne se déverrouillent pas du jour au lendemain. D'ailleurs, sourit-il finement, nous allons bientôt avoir de la compagnie. » Au-dessus d'eux, dans le penthouse d'Alexandre, Sophie se changeait pour quelque chose de plus pratique que sa robe de soirée. La tenue qu'elle sortit d'un compartiment caché dans sa chambre d'invité semblait de qualité militaire, une armure légère déguisée en tenue d'affaires. « Vous saviez que cela allait arriver ?» tapa Alexandre en la regardant se préparer. « Tout cela ?» Sophie hocha la tête puis écrivit « L'entreprise de votre père ne créait pas seulement des systèmes de sécurité, il créait des gardiens, des personnes formées depuis l'enfance pour protéger certaines familles et leurs intérêts. J'en étais une. » Jacques entra avec une tablette sécurisée affichant les plans du bâtiment. Le sous-sol a 7 points d'accès, ils en ont sécurisé 5, mais ils ne connaissent pas les autres. Vos pères s'en sont assurés. Pourquoi ne l'ont-ils pas arrêté eux-mêmes ?
tapa Alexandre. Pourquoi attendre 20 ans? La réponse de Sophie le fit réfléchir. Parce qu'ils avaient besoin que nous soyons prêts. Le système ne nécessite pas seulement leur signature biométrique, il a besoin de celle de leurs enfants aussi. Une sécurité qu'ils ont intégrée pour s'assurer qu'il ne pourrait jamais être utilisé sans le consentement des deux familles. Un message clignotait sur le téléphone d'Alexandre, Victoria, se vantant. « Prêt à te rendre? Ta petite expérience de charité est sur le point de te coûter tout. » Mais Sophie écrivait déjà « Elle ne comprend pas. Il ne s'agissait jamais du pari. Il s'agissait de me rapprocher suffisamment pour activer le protocole de contingence que nos pères ont laissé derrière eux. » Les lumières du bâtiment vacillèrent, alors qu'une autre vague de puissance alimentait l'ancien système. L'équipe de sécurité d'Alexandre signalait des intrusions simultanées dans des bureaux sur 3 continents. « C'est une diversion », expliqua Jacques. « Ils veulent que nous soyons dispersés, répondant à de multiples crises pendant qu'ils se concentrent sur la vraie cible. » La prochaine note de Sophie révéla une autre couche du puzzle. Le système ne surveillait pas seulement les menaces. Il rassemblait des preuves. 20 ans de secrets d'entreprise, de scandales politiques, de connexions cachées. Robert Chen ne veut pas seulement le contrôle de la maison de mode Stern. Il veut le levier pour contrôler des dizaines de grandes entreprises. Alexandre frissonna en se souvenant des réunions du conseil d'administration au fil des années. La façon dont Robert Chen semblait toujours savoir des choses qu'il n'aurait pas dû. Les façons subtiles dont il avait influencé les décisions. Il jouait le long jeu, confirma Jacques, utilisant la rancune de Victoria comme couverture pour quelque chose de bien plus grand. Mais il a fait une erreur cruciale. Sophie écrivit « Il n'a jamais su à propos de moi. Les gardiens étaient un secret même au sein de l'entreprise. Nous étions formés pour nous cacher en pleine vue, pour être invisibles jusqu'au moment où nous étions nécessaires. » Un panneau caché. Dans le bureau d'Alexandre, glissa pour révéler un poste de sécurité ultra-moderne. Jacques l'activa avec une aisance pratiquée, faisant apparaître des flux de surveillance de tout le bâtiment. « Regardez !» pointa-t-il vers un écran montrant Robert Chen au terminal. « Il pense qu'il gagne, mais il fait en réalité exactement ce que vos pères avaient donc prédit qu'il ferait. » La prochaine note de Sophie expliqua. « Le système auquel il essaie d'accéder, c'est un leurre. La vraie base de données est cachée ailleurs, attendant le bon moment et les bonnes personnes. » Pour la déverrouiller, Alexandre regarda alors qu'elle sortait une vieille montre de poche, sa surface rayée et usée. Avec des mouvements prudents, elle l'ouvrit pour révéler non pas un cadran mais un scanner biométrique sophistiqué. « Nos pères nous ont laissé tout ce dont nous avions besoin », écrivit-elle. Ils savaient qu'un jour nous devrions faire face à ce moment ensemble. C'est pourquoi ils se sont assurés que vous me trouveriez cette nuit-là, pourquoi ils ont arrangé pour que Victoria fasse ce pari. Les implications stupéfièrent Alexandre. Toute sa vie, son entreprise, son succès, même ses fiançailles ratées avec Victoria, avaient fait partie d'un plan mis en mouvement des décennies auparavant. Sophie capta son expression et écrivit rapidement. « Ne vous méprenez pas. Nos pères n'ont pas contrôlé nos choix. Ils ont simplement créé les circonstances où nous pourrions choisir de terminer ce qu'ils avaient commencé. La question est, êtes-vous prêt à apprendre la vérité réelle sur votre héritage? » Comme en réponse, chaque écran dans le poste de sécurité se remplit soudainement du même message. Protocole héritage activé. En attente d'authentification double. Sophie tendit la montre de poche, son scanner brillant doucement dans la pièce sombre. Sa note était simple. Ensemble. Alexandre Stern regarda la femme devant lui, la gardienne qui était entrée dans sa vie en prétendant être impuissante, qui avait orchestré l'une des opérations de sécurité les plus élaborées qu'il ait jamais vues, qui lui offrait maintenant une chance de comprendre son véritable héritage. À l'extérieur de Manodescence, ses fenêtres, la circulation matinale parisienne s'écoulait, inconsciente que les prochains moments détermineraient le destin non seulement de la maison de mode Stern, mais d'un monde caché de pouvoirs d'entreprise et d'héritages familiaux. Il prit la main de Sophie, et ensemble ils s'avancèrent vers une vérité vieille de 20 ans. Le sous-sol scellé de la maison de mode Stern bourdonnait d'énergie, tandis que des systèmes vieux de plusieurs décennies s'éveillaient.
Les doigts de Robert Chen dansaient sur le clavier du terminal, son reflet dans l'écran sombre montrant un sourire de triomphe qui s'estompa rapidement en confusion. « Quelque chose ne va pas », marmonna-t-il, regardant ses protocoles d'accès soigneusement construits commencer à se défaire. « Ce n'est pas la bonne architecture système. » Victoria regarda par-dessus son épaule, ses ongles parfaitement manucurés tambourinant sur le bureau. « Que veux-tu dire? Tu as dit que tu avais conçu ces protocoles de sécurité. » « C'est le 15 mai. » La voix de Robert s'éteignit, alors qu'un nouveau code commençait à défiler sur son écran. « C'est impossible. Ce sont des motifs que je n'ai jamais vus auparavant. » Au-dessus d'eux, Sophie et Alexandre pressèrent leurs paumes contre le scanner biométrique de la montre de poche. Le petit appareil pulsait d'une douce lumière bleue, envoyant son signal à travers des couches d'acier et de béton pour activer des protocoles cachés depuis 2 décennies. Jacques travaillait sur le poste de sécurité, coordonnant avec des équipes du monde entier. Ça fonctionne. Le système leur les attire exactement comme prévu. Ils pensent qu'ils accèdent à la base de données principale, mais ils sont en réalité conduits dans un piège élaboré depuis 20 ans. Sophie écrivit rapidement. « Votre père et le mien n'ont pas seulement créé un système de sécurité, ils ont créé une base de données vivante qui pouvait évoluer, apprendre et se protéger elle-même. Mais elle avait besoin des bons gardiens pour la guider. » Alexandre regardait avec étonnement les écrans autour d'eux s'allumer avec des informations. Des décennies de secrets d'entreprise, de transactions politiques et de connexions cachées coulant comme des rivières numériques. Mais quelque chose d'autre se produisait aussi. Chaque preuve que Robert Chen avait plantée, chaque fausse piste qu'il avait créée, était systématiquement exposée et démêlée. « Le système ne nous montre pas seulement la vérité, » expliqua Jacques. « Il révèle comment la vérité a été cachée en premier lieu. » La prochaine note de Sophie fit retenir le souffle d'Alexandre. C'est pour cela qu'ils ont attendu si longtemps. Ils avaient un besoin de quelqu'un qui comprenait les 2 mondes, la face publique du pouvoir et ses mécanismes cachés. Quelqu'un qui pourrait combler le fossé entre ce que les gens voient et ce qui existe réellement. Au sous-sol, l'expression triomphante de Robert Chen s'était transformée en une expression d'horreur croissante. Son réseau d'influence soigneusement construit était démantelé pièce par pièce, exposé par le système même qu'il pensait pirater. « Arrêtez ça !» exigea-t-il, ses doigts volant sur les touches. « Ce n'est pas possible. J'ai conçu ces protocoles. Je connais chaque porte dérobée, chaque dispositif de sécurité. » Victoria s'éloigna lentement de lui, ses instincts de médias sociaux enregistrant enfin le danger dans lequel elle se trouvait. « Oncle Robert, que se passe-t-il vraiment ici ?» Mais Robert Chen était trop concentré sur l'écran pour répondre. 20 ans de patience, de manipulation prudente, de construction de son empire d'ombre au sein de la maison de mode Stern, tout cela se défaisait sous ses yeux. Dans le poste de sécurité d'Alexandre, Sophie écrivit « Regardez ce qui va se passer ensuite. C'est ce que nos pères ont vraiment créé, un moyen d'exposer la corruption qui était devenue si profondément ancrée dans le monde de l'entreprise que personne ne pouvait plus la voir. » Les écrans se remplirent de preuves des véritables activités de Robert Chen au cours des 2 dernières décennies. Pas seulement de l'espionnage d'entreprise, mais une tentative systématique de prendre le contrôle de plusieurs grandes entreprises par le chantage et la manipulation. Le plan de vengeance de Victoria n'avait été que son dernier outil, un moyen de créer le chaos pendant qu'il faisait son mouvement final. « Le pari », tapa Alexandre. « Il l'a orchestré aussi, n'est-ce pas ? À travers Victoria ?» Sophie hocha la tête, écrivant « Il avait besoin d'un moyen de vous distraire pendant qu'il accédait aux anciens systèmes. La rancune de Victoria était la couverture parfaite. Mais il n'a jamais su à propos des gardiens, du véritable objectif de l'entreprise de votre père. » Jacques interrompit avec des nouvelles urgentes. Ils essaient de couper l'alimentation électrique du bâtiment. S'ils coupent les lignes principales, mais Sophie écrivait déjà « Ils ne peuvent plus l'arrêter maintenant. Le système n'est plus seulement dans ce bâtiment. Il a rassemblé de la force pendant 20 ans, se répandant à travers des réseaux mondiaux, attendant ce moment. » Alexandre regardait les tentatives désespérées de Robert Chen pour reprendre le contrôle, échouer les unes après les autres. L'homme qui avait essayé de voler son entreprise, qui avait manipulé sa vie depuis les ombres,
faisait enfin face à la vérité qu'il avait essayé de cacher. Sur chaque écran du bâtiment, le même message commença à apparaître. Protocole héritage complet. Début de la séquence finale. La prochaine note de Sophie révéla une autre couche du plan de leur père. Il ne s'agit pas seulement d'exposer Robert Chen, il s'agit de changer la façon dont le pouvoir d'entreprise fonctionne. Votre père et le mien croyaient que la vraie sécurité ne pouvait pas venir de cacher des secrets, elle devait venir de les révéler de la bonne manière, au bon moment. Comme en réponse, le système de communication interne du bâtiment grésilla. Une voix qu'Alexandre n'avait pas entendue depuis 20 ans remplit l'air. « Bonjour fils, je pense qu'il est temps que nous parlions de ton véritable héritage. » Sophie serra sa main tandis qu'Alexandre Stern réalisait que le jeu auquel il jouait était bien plus grand qu'une simple prise de contrôle d'entreprise. Il s'agissait de remodeler la nature même du pouvoir et son père avait attendu 2 décennies pour lui montrer comment. La vérité sur la maison de Maud Stern, sur le réseau d'ombre, sur tout ce qu'Alexandre pensait savoir, était sur le point de changer à jamais. Et quelque part, dans le bâtiment en dessous, Robert Chen était sur le point d'apprendre le véritable coup de sous-estimer le pouvoir des héritages familiaux. La voix de Jonathan Stern, qu'on n'avait pas entendue en public depuis 20 ans, résonnait à travers le système de communication de la maison de Maud Stern. Dans le sous-sol, Robert Chen se figea au son de son ancien partenaire, son visage se vidant de ses couleurs. « Tu as toujours été brillant avec les systèmes, Robert », continua la voix de Jonathan, portant 2 décennies de planification minutieuse dans son ton. « Mais tu n'as jamais compris ce que nous construisions réellement. » Victoria s'éloigna de son oncle, sa façade d'influenceuse des médias sociaux se fissurant alors qu'elle réalisait enfin l'ampleur de ce dans quoi elle avait été entraînée. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tout cela? Dans le poste de sécurité, Alexandre regardait Sophie sortir un autre appareil, un petit disque argenté qui ressemblait à un miroir de poche antique. Sa hôte expliqua, c'est ce qu'ils ont vraiment créé. Pas seulement un système de sécurité, mais un moyen de remodeler le fonctionnement même du pouvoir dans le monde de l'entreprise. Le disque s'ouvrit pour révéler une interface comme Alexandre n'en avait jamais vu auparavant. Alors que les doigts de Sophie se déplaçaient sur sa surface, les écrans autour d'eux se remplissaient d'un nouveau type de données. Pas seulement des secrets d'entreprise, mais les connexions entre eux, les modèles cachés qui avaient façonné les affaires mondiales pendant des décennies. « Votre père et le mien », écrivit Sophie. Ils ont vu comment la corruption devenait systémique, comment les structures d'entreprises traditionnelles étaient utilisées pour cacher des concentrations de pouvoir de plus en plus dangereuses. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas les combattre directement. Jacques ajouta, « Alors ils ont créé un moyen de les transformer de l'intérieur. Les gardiens n'étaient pas seulement des protecteurs, nous étions formés pour comprendre les 2 mondes, pour combler le fossé entre ce que les affaires pouvaient être et ce qu'elles étaient devenues. » À travers les haut-parleurs du bâtiment, Jonathan Stern continua. « Robert, pensais-tu vraiment que nous ne planifierions pas cela? Que nous ne verrions pas comment ton ambition te mènerait finalement à ce moment ?» Dans le sous-sol, les doigts de Robert Chen volaient sur le clavier dans des tentatives de plus en plus désespérées de reprendre le contrôle. « C'est impossible. J'ai supprimé tous vos points d'accès, réécrit chaque protocole. » « Non, Robert. » Une deuxième. Voix rejoignit celle de Jonathan. Thomas Baudrier, le père de Sophie. « Tu n'as vu que ce que nous voulions que tu vois. Le vrai système n'a jamais été question de contrôle. Il était question de transparence. » La prochaine note de Sophie fit accélérer le cœur d'Alexandre. « Regardez ce qui se passe maintenant. C'est ce pourquoi ils ont passé 20 ans à se préparer. » Sur les écrans à travers le bâtiment, l'information commença à couler. Pas les secrets dommageables que Robert Chen avait essayé de collecter, mais quelque chose de bien plus puissant. Des preuves de coopération d'entreprises cachées. Sous une apparente compétition. La preuve de l'interconnexion réelle du monde des affaires et de la façon dont elle pourrait être utilisée pour un changement positif plutôt que pour la manipulation. L'avenir des affaires ne consiste pas à cacher des choses, expliqua la voix de Jonathan. Il s'agit de comprendre comment tout est connecté. C'est ce que la maison de Maud Stern était toujours censée être, pas seulement une entreprise, mais un modèle pour une nouvelle façon de faire des affaires. Victoria, comprenant enfin
Son rôle de pion dans le jeu de son oncle se retourna contre lui. « Tu m'as utilisé », l'accusa-t-elle. « Tout ce temps, ma rivalité avec Alexandre, le pari, tout cela faisait partie de ton plan. » Mais Robert Chen l'entendait à peine, son attention fixée sur les écrans où son réseau d'influence soigneusement construit était transformé en quelque chose d'entièrement différent. Dans le poste de sécurité, Sophie écrivit « C'est pour cela qu'ils nous ont choisis. Vous comprenez le côté public du pouvoir, comment construire quelque chose en quoi les gens peuvent croire. Je comprends ces ombres, comment s'assurer que ce pouvoir serve les bons objectifs. » Alexandre regardait avec étonnement le système que leur père avait construit commencer son véritable travail. Il ne détruisait pas le réseau de Robert Chen. Il le réutilisait, transformant ses outils de manipulation en canaux de transparence et de coopération. « Fils », la voix de Jonathan s'adoucit. Le 2, Paris, l'entreprise, même la rencontre avec Sophie. Tout cela était pour te préparer à ce moment. La maison de mode Stern ne concerne pas seulement les vêtements ou le style. Il s'agit de montrer au monde que le succès n'a pas à venir au prix de l'intégrité. La prochaine note de Sophie révéla la dernière pièce du plan de leur père. Ils n'ont pas disparu pour se cacher. Ils se sont retirés pour que nous puissions avancer. Le monde n'a pas besoin de plus de réseaux d'ombre. Il a besoin de leaders qui peuvent se tenir à la fois dans la lumière et dans l'ombre, qui comprennent que le vrai pouvoir vient de rassembler les gens, pas de les séparer. Alors que le soleil montait plus haut sur Paris, Alexandre Stern commençait à voir son entreprise et sa vie sous un jour complètement nouveau. L'empire de la mode qu'il pensait protéger faisait en réalité partie de quelque chose de bien plus grand. Une vision de responsabilité d'entreprise que son père avait soigneusement nourrie pendant 20 ans. Et Sophie, la femme qu'il pensait transformer, avait en fait été envoyée pour l'aider à transformer quelque chose de bien plus grand, la nature même du pouvoir d'entreprise. Le pari qui avait tout déclenché semblait soudainement trivial, par rapport au véritable défi à venir. Montrer au monde qu'il existait une façon différente de faire des affaires, une qui ne nécessitait pas de choisir entre le succès et l'intégrité. La voix de Robert Chen, maintenant petite et vaincue, résonna depuis le sous-sol. « Qu'avez-vous fait ?»« Nous avons donné une chance à l'avenir, » répondit Thomas Baudrier. « La question est, êtes-vous prêt à en faire partie ?» Dans le Bicent, poste de sécurité, Sophie écrivit une dernière note. « Nos pères ont construit les fondations. Mais ce qui se passe ensuite, cela dépend de nous. » Alexandre Stern regarda la femme à ses côtés, comprenant enfin pourquoi le destin les avait réunis. Ils ne sauvaient pas seulement une entreprise. Ils aidaient à donner naissance à une nouvelle ère de responsabilité d'entreprise. Et quelque part dans la lumière matinale de Paris, leur père regardait, sachant que leur héritage était enfin entre les bonnes mains. La grande salle de bal du Club Stern bourdonnait d'anticipation. L'élite parisienne s'était rassemblée pour ce qu'elle croyait être l'aboutissement du pari d'Alexandre, les débuts de sa œuvre de charité transformée dans la haute société. Aucun d'entre eux ne soupçonnait qu'ils étaient sur le point d'assister à quelque chose de bien plus significatif. Sophie se tenait devant le miroir dans la suite privée du club, ne maintenant plus son prétexte d'être sourde et muette. Sa robe de soirée, un chef-d'œuvre du design de Maurice, scintillait comme de la lumière d'étoiles capturées. Mais c'étaient ses yeux qui détenaient le vrai pouvoir, clair, concentré et prêt pour ce qui allait arriver. « Les membres du conseil sont tous là », rapporta Jacques, vérifiant sa tablette. « Y compris ceux qui travaillaient avec Robert Chen. Ils ne savent pas ce qui va les frapper. » Alexandre ajusta son nœud papillon, regardant le reflet de Sophie. « Vous avez des doutes sur le fait de tout révéler ?» demanda-t-il, sa voix portant une note d'inquiétude. Sophie se tourna pour lui faire face, parlant à voix haute pour la première fois en sa présence. Sa voix était riche et cultivée, avec une force subtile qui correspondait à son caractère. Pendant 20 ans, nos pères ont travaillé dans l'ombre pour protéger quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Il est temps d'amener ce travail à la lumière. La semaine passée avait été un tourbillon de révélations soigneusement orchestrées. Robert Chen faisait l'objet d'une enquête, son réseau de manipulation d'entreprises exposé. Victoria, en apprenant toute l'étendue des machinations de son oncle, avait choisi de coopérer, échangeant ses actions dans la maison de mode Stern contre l'immunité et une chance de reconstruire sa réputation. Mais ce soir n'était pas une question d'exposition ou d'accusation.
Il s'agissait d'introduire une nouvelle vision du leadership d'entreprise, une qui équilibrait le pouvoir avec la responsabilité, le profit avec le but. Le système est prêt, annonça Jacques. Chaque écran dans le bâtiment est connecté. Quand vous donnerez le signal, tout le monde verra exactement ce que nos pères ont passé 20 ans à construire. Sophie se déplaça aux côtés d'Alexandre, sa présence à la fois douce et d'acier. « Êtes-vous prêts ? Une fois que nous aurons fait cela, il n'y aura pas de retour en arrière. La maison de mode Stern ne sera plus jamais seulement une entreprise de mode. » Alexandre prit sa main, se souvenant du chemin parcouru depuis cette nuit où il l'avait. Trouvé vendant des fleurs dans la rue. « Je suis prêt, mais d'abord. » Il se tourna pour lui faire face pleinement. Le pari devait se terminer par un mariage. Évidemment, c'était une partie du plan pour vous rapprocher de moi, mais maintenant vous vous demandez si quelque chose était réel. Le sourire de Sophie contenait une chaleur qu'il n'avait jamais vue auparavant. Les circonstances étaient arrangées, mais nos sentiments ne faisaient pas partie du plan. Je ne pense pas que nos pères s'attendaient à cette complication particulière. Avant qu'Alexandre ne puisse répondre, les lumières de la salle de bal s'estompèrent, leur signal pour faire leur entrée. Alors qu'ils marchèrent vers le grand escalier, Sophie chuchota. « Quoi qu'il arrive ensuite, sachez que mon cœur ne jouait pas un rôle. » La foule assemblée tomba dans le silence alors qu'ils descendaient. Les membres du conseil, les figures, de la société et la presse internationale attendaient tous de voir le résultat du fameux pari d'Alexandre Stern. Victoria se tenait près de l'avant. Son expression un mélange complexe d'humilité et d'anticipation. Alexandre prit sa place au podium, Sophie à ses côtés. Les visages familiers devant lui allaient bientôt comprendre à quel point leur monde était sur le point de changer. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, sa voix portant le poids de 20 ans de vérité cachée. Nous sommes ici ce soir à cause d'un pari, un défi pour transformer quelqu'un de la rue en membre de la haute société. Mais la vraie transformation n'a pas concerné le statut social ou l'apparence. » Les écrans autour de la salle de bal s'allumèrent, affichant le logo de la maison de mode Stern, qui se transforma lentement en quelque chose de nouveau. Un symbole qui combinait des éléments des blasons des familles Stern et Baudrier. Pendant des décennies, le monde de l'entreprise a fonctionné sur l'hypothèse que le pouvoir vient du contrôle de l'information, du maintien de barrières entre ceux qui ont et ceux qui ont besoin. Ce soir, nous allons vous montrer une façon différente. Sophie s'avança, et la foule haleta alors qu'elle parlait clairement dans le microphone. « Mon nom est Sophie Baudrier. Il y a 20 ans, nos pères ont créé quelque chose de révolutionnaire, pas seulement un système de sécurité, mais une nouvelle vision de la manière dont les affaires pourraient être menées. Ils comprenaient que le vrai pouvoir ne vient pas de ce que vous pouvez cacher, mais de ce que vous choisissez de partager. » Les écrans se remplirent d'images, non pas de secrets dommageables, mais de preuves de l'interconnexion du monde des affaires. Comment des entreprises qui semblaient être concurrentes faisaient en réalité partie d'un écosystème plus large. Comment la coopération pouvait remplacer la compétition sans sacrifier le succès. La maison de mode Stern ne va plus seulement faire des vêtements, poursuivit Alexandre. Nous allons faire du changement, un vrai changement, dans la façon dont les entreprises opèrent, dans la façon dont le pouvoir est partagé, dans la façon dont le succès est mesuré. Alors qu'il parlait, quelque chose de remarquable se produisit. Les puissants rassemblés de l'élite parisienne ne réagirent pas avec indignation ou résistance. Au lieu de cela, ils commencèrent à voir les possibilités. Un monde où le succès ne nécessitait pas d'écraser les autres, où le pouvoir pouvait être partagé sans être diminué. La voix de Sophie porta à travers la salle de bal. C'est de cela qu'il s'agissait réellement avec le pari. Pas de transformer une personne, mais de transformer un système entier. Et nous vous invitons tous à en faire partie. Les écrans montraient leur vision de l'avenir. Un réseau d'entreprises travaillant ensemble ouvertement, partageant ressources et connaissances, élevant les communautés au lieu de les exploiter. C'était révolutionnaire. Et pourtant, cela semblait en quelque sorte inévitable, comme si le monde des affaires avait attendu ce moment sans s'en rendre compte. À l'arrière de la salle de bal, inaperçus par la foule, 2 hommes regardaient, avec fierté leurs enfants dévoiler l'avenir pour lequel ils avaient passé 20 ans à se préparer. Jonathan Stern et Thomas Baudrier échangèrent des sourires discrets, sachant que leur véritable héritage était entre de bonnes mains.
La transformation était complète, mais ce n'était pas celle à laquelle quiconque s'attendait. Au lieu de changer une personne pour s'adapter à la haute société, il changeait la haute société elle-même. Et alors qu'Alexandre regardait Sophie, il réalisa que parfois les plus grands changements viennent de l'ouverture de son cœur à des possibilités qu'on n'avait jamais imaginées. Le jardin sur le toit du club Stern offrait une retraite paisible, loin de l'excitation en bas. Sophie et Alexandre se tenaient à la balustrade, regardant les lumières de la ville scintiller comme des étoiles terrestres. L'air nocturne portait le doux parfum du jasmin en fleurs, les mêmes fleurs que Sophie vendait lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois. « Le timing de votre père était parfait », médita Alexandre, pensant à l'apparition soudaine de Jonathan Stern au moment crucial. Il a toujours eu un don pour le spectacle. Sophie rit doucement, un son qu'il avait appris à chérir au cours des dernières semaines. Nos deux pères en ont, bien que je pense qu'ils sont un peu abasourdis par la façon dont leur plan a évolué. En dessous d'eux, la salle de bal bourdonnait encore d'énergie, alors que l'élite parisienne se débattait avec les révélations de la soirée. La presse allait se régaler de l'histoire, le magnate de la mode et la mystérieuse femme qui avait transformé non seulement son entreprise, mais la nature même du pouvoir d'entreprise. Ils appellent cela la doctrine Stern-Baudrier, rapporta Jacques, les rejoignant sur le toit. L'idée que le vrai succès en affaires vient de la transparence et de la coopération plutôt que de la compétition et des secrets. Les réseaux financiers analysent déjà comment cela pourrait remodeler le commerce mondial. Victoria apparut à l'entrée du jardin, son expression plus douce qu'il ne l'avait jamais vue. Les membres du conseil qui travaillaient avec mon oncle, ils coopèrent tous maintenant. Ils voient dans quelle direction le vent souffle. Elle hésita puis ajouta « Je sais que cela ne compense pas ce que j'ai fait, mais je veux aider à faire fonctionner cela. » Sophie se tourna vers elle avec une chaleur authentique. Parfois, les meilleurs alliés sont ceux qui ont vu les deux côtés de l'histoire. Nous pourrions utiliser votre influence dans la sphère des médias sociaux pour aider à répandre ce message. Alors que Victoria partait pour rejoindre la fête, Alexandre regardait Sophie pensivement. Vous saviez, n'est-ce pas? Depuis le début, vous saviez qu'elle n'était pas la vraie menace. Je savais qu'elle était utilisée tout comme vous étiez manipulée, confirma Sophie. Mais ce que je ne savais pas, ce que je n'aurais pas pu prédire, c'était ce que je ressentirais pour vous. Leurs pères apparurent à la porte du jardin, regardant leurs enfants avec une fierté tranquille. Jonathan Stern et Thomas Baudrier, les architectes de ce grand plan, avaient passé 20 ans à travailler dans l'ombre pour aboutir à ce moment. Le pari a servi son but, dit Thomas Baudrier, s'approchant de sa fille. Mais je soupçonne qu'il a eu quelques conséquences inattendues. Sophie rencontra le regard d'Alexandre, ses yeux remplis de sens. Les meilleurs plans ont souvent cet effet. Alexandre se tourna vers son père. « Pourquoi ne m'as-tu pas simplement dit la vérité, à propos de l'entreprise, de ce que vous construisiez réellement ?» Jonathan Stern sourit. « Certaines vérités doivent être découvertes, pas racontées. Tu avais besoin de comprendre le pouvoir des deux côtés, d'expérimenter la trahison et la loyauté, la manipulation et la connexion authentique. Et tu avais besoin de trouver quelqu'un qui pourrait parcourir ce chemin avec toi. Bien que je ne pense pas que l'un de nous ait anticipé à quel point vous deux marcheriez si bien ensemble, ajouta Thomas, avec un regard entendu. Les sons de la ville créaient un doux arrière-plan, alors que 4 personnes qui avaient façonné l'avenir des affaires mondiales se tenaient ensemble sous les étoiles. Mais quelque chose d'autre se passait aussi, quelque chose qui allait au-delà des héritages d'entreprise et des obligations familiales. Le mariage était censé faire partie du pari, dit doucement Alexandre à Sophie. Un arrangement commercial pour prouver un point. Sophie se tourna vers lui, ses yeux reflétant les lumières de la ville. Et maintenant, je me demande si nous pourrions essayer quelque chose de différent, quelque chose de réel. Leurs pères échangèrent des regards et se retirèrent discrètement, les laissant seuls dans le jardin sur le toit. L'air nocturne semblait retenir son souffle, alors que 2 personnes qui avaient commencé comme des acteurs dans un jeu élaboré faisaient face à la possibilité d'écrire leur propre histoire. « Nous avons transformé l'entreprise, continua Alexandre. Changé le fonctionnement même des affaires, mais la transformation la plus importante n'était rien de tout cela. C'était ce qui est arrivé à mon cœur quand je vous ai rencontré.
Sophie s'approcha, sa voix douce mais sûre. Quand j'ai accepté cette mission, je pensais être préparé à tout. J'avais été formé toute ma vie pour être une gardienne, pour protéger et guider depuis les ombres. Mais je n'étais pas préparé à vous, à ce que je ressentirais en sortant à la lumière et en étant vu pour qui je suis vraiment. La ville s'étendait devant eux, témoignage de l'ambition humaine et de la possibilité sans fin de transformation. Mais à ce moment-là, le seul changement qui importait était celui qui se produisait entre deux cœurs qui s'étaient trouvés malgré, ou peut-être à cause d'eux, un plan élaboré mis en mouvement 2 décennies auparavant. Alors, sourit Alexandre, prenant sa main, que diriez-vous d'écrire notre propre histoire maintenant? Pas de pari, pas de plan, pas d'agenda caché, juste nous. La réponse de Sophie fut un baiser qui contenait toute la promesse de nouveaux commencements et de rêves transformés. Au-dessus d'eux, les étoiles scintillaient leur approbation, témoins d'une histoire d'amour qui avait fleuri dans le jardin le plus inattendu d'intrigues d'entreprises et d'héritages familiaux. Le pari qui avait tout commencé était oublié, remplacé par quelque chose de bien plus précieux, la vérité que parfois les plus grandes transformations ne viennent pas d'une planification minutieuse, mais de l'ouverture de son cœur à la possibilité de l'amour. 6 mois après la nuit, transformatrice au Club Stern, le nouveau siège de la Fondation Stern-Baudrier bourdonnait d'activité. Le bâtiment élégant en verre, construit à côté de la maison de mode Stern, représentait tout ce pourquoi les organisations fusionnées se battaient: transparence, coopération et le pouvoir d'une vision partagée. Sophie se tenait dans son bureau, regardant les ouvriers installer le nouveau logo de la Fondation dans le hall en bas. Le design combinait des éléments des 2 blasons familiaux avec une touche moderne, symbolisant le pont entre l'ancien pouvoir et les nouvelles possibilités. Son bureau contenait les journaux financiers du matin, tous célébrant le succès sans précédent de ce que les médias avaient surnommé la révolution de la transparence. Le bureau de Pékin vient de confirmer, annonça Jacques, entrant avec sa tablette toujours présente. Ils sont prêts à mettre en œuvre les nouveaux protocoles de coopération d'entreprise. Cela fait 15 grandes entreprises, rien qu'en Asie. Sophie sourit, se souvenant à quel point les choses semblaient différentes il y a à peine quelques mois, et le réseau de Robert Chen, complètement transformé. Ses anciens contacts sont maintenant nos plus fervents défenseurs. Il s'avère que la plupart d'entre eux étaient fatigués d'opérer dans l'ombre. Ils avaient juste besoin que quelqu'un leur montre une autre voie. La porte s'ouvrit à nouveau et Victoria Chen entra, portant une pile d'analyses de médias sociaux. Son rôle en tant que responsable de l'engagement public de la Fondation avait surpris tout le monde, sauf Sophie, qui avait vu le potentiel sous le personnage soigneusement élaboré de Victoria sur les médias sociaux. La réponse à notre dernière initiative de transparence est écrasante, rapporta Victoria. Les dirigeants d'entreprises du monde entier s'engagent à adopter notre modèle de coopération ouverte. Même les anciens alliés de mon oncle se manifestent, voulant faire partie du changement. Sophie prit une photo encadrée sur son bureau, l'image de leurs pères à ce lointain sommet technologique. Ils savaient que ce jour viendrait, dit-elle doucement. Ils ont passé 20 ans à se préparer pour un moment où le monde serait prêt pour un vrai changement. En parlant de changement, sourit Victoria d'un air entendu, avez-vous et Alexandre finalisé les plans? Avant que Sophie ne puisse répondre, une silhouette familière apparut à sa porte. Alexandre Stern, l'air plus détendu que quiconque, ne l'avait jamais vu, s'appuya contre le cadre avec une expression de contentement qui était devenue sa nouvelle normalité. La réunion du conseil vient de se terminer, annonça-t-il. Approbation unanime pour la prochaine phase. Nous sommes prêts à étendre le modèle à l'échelle mondiale. Les 6 derniers mois avaient vu la maison de mode Stern se transformer d'un simple empire de la mode en quelque chose de révolutionnaire. Bien qu'ils produisaient toujours des designs de classe mondiale, leur véritable produit était devenu une nouvelle façon de faire des affaires, une basée sur la coopération plutôt que la compétition, la transparence plutôt que les secrets. Ton père a appelé, ajouta Alexandre se déplaçant aux côtés de Sophie. Lui et le mien sont enfin prêts à sortir de leur retraite. Ils veulent faire partie de la construction de ce qui vient ensuite. Sophie sentit son cœur se réchauffer à cette nouvelle. Jonathan Stern et Thomas Baudrier
avaient passé assez de temps dans l'ombre. Il était approprié qu'ils aident qu'à façonner l'avenir pour lequel ils avaient tant sacrifié. Nous recevons des rapports d'autres industries, intervint Jacques, vérifiant sa tablette. Technologie, santé, même la banque traditionnelle, ils sont tous intéressés par l'adoption de notre modèle. La doctrine Stern-Baudrier devient un standard mondial. Victoria, qui avait trouvé sa propre rédemption en aidant à répandre cette nouvelle vision, ajouta « Les gens l'appellent le plus grand changement dans la philosophie d'entreprise depuis la révolution industrielle. Et dire que tout a commencé par un pari. » Non, corrigea doucement Alexandre, prenant la main de Sophie. Cela a commencé avec deux pères qui ont osé rêver d'une meilleure façon. Le pari n'était que leur moyen de nous réunir. Sophie serra sa main, se souvenant de la nuit où elle était assise à ce coin de rue, attendant qu'ils la trouvent. Ils nous ont donné les fondations, acquiesça-t-elle. Mais ce que nous avons construit va au-delà de tout ce qu'ils avaient imaginé. Par la fenêtre, le panorama parisien s'étendait vers les nuages, ces bâtiments captant le soleil de l'après-midi. Quelque part dans ces tours, d'autres entreprises commençaient leur propre transformation, inspirées par ce que la maison de mode Stern avait prouvé possible. Le programme de refuge est prêt à être lancé, rapporta Jacques, faisant référence à l'initiative qui faisait partie de la condition originale de Sophie pour accepter le pari. 20 nouvelles installations à travers le pays, avec des programmes de formation professionnelle et des services de soutien. « Et la fondation éducative ?» demanda Sophie, bien qu'elle connaissait déjà la réponse. Cela avait été son projet. « Et personnel, s'assurer que d'autres auraient les opportunités de créer un changement positif. »« Entièrement financé », confirma Alexandre. La première promotion de chercheurs en responsabilité d'entreprise commence le mois prochain. Ton père s'est déjà porté volontaire pour donner un cours sur le leadership éthique. Victoria vérifia son téléphone et sourit. La presse l'appelle le capitalisme conscient avec des dents. Ils adorent que nous prouvions que le profit et le but peuvent coexister. Sophie se dirigea vers la fenêtre, Alexandre à ses côtés. En bas, les gens se pressaient sur les trottoirs, inconscients qu'ils passaient devant le lieu de naissance d'une révolution d'entreprise. Mais ils en ressentiraient les effets, dans des pratiques commerciales plus transparentes, dans des entreprises qui priorisèrent la communauté aux côtés du profit, dans un monde où le pouvoir était quelque chose à partager, plutôt qu'à accaparer. « Nous devrions monter au Penthouse », murmura Alexandre. « Il y a quelque chose que je veux te montrer avant le gala de ce soir. » Alors qu'ils quittaient le bureau, Sophie fit une pause pour regarder en arrière l'espace où tant avait été accompli en si peu de temps. Le contrat de Paris qui avait tout commencé était encadré sur son mur. Un rappel que les plus grandes transformations viennent souvent déguisées en défis. Le soleil se couchait sur Paris, peignant le ciel de teintes prometteuses. Dans sa lumière, Sophie et Alexandre entrèrent dans l'ascenseur, prêts à affronter ce qui allait suivre ensemble. Le pari avait été gagné depuis longtemps, mais la vraie victoire résidait dans ce qu'ils avaient créé, un avenir où les affaires pouvaient être une force de changement positif et où l'amour pouvait fleurir dans les jardins les plus inattendus du pouvoir.